Chacune des initiées qui m'utilisent pour témoigner est extraordinaire, mais la descente de Tranma dans la matière m'a particulièrement impressionnée. C'est-à-dire qu'elle me l'a fait vivre plusieurs fois, jusqu'à ce que j'en sois complètement imprégnée et que je puisse la traduire avec des référents et des concepts qui nous parlent à nous, humains incarnés aujourd'hui. Et c'est vraiment magique parce qu'elle descend, donc, alors le terme descente correspond au fait qu'elle change de niveau vibratoire. Donc elle descend dans la matière et elle se densifie. Et on assiste, avec ce qu'elle nous explique, à la descente de l'esprit dans la matière. Et comment ça se fait par étapes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça nous rappelle des choses très anciennes qui sont peut-être un peu nébuleuses ou qui restent proches dans notre mémoire. Ça dépend qui on est et notre sensibilité. Et là, ça peut vraiment réactiver et réveiller beaucoup de choses chez nous sur notre puissance, sur notre point source. Donc pour revenir à Tranma, elle descend dans la matière, elle est expulsée de sa conscience directrice et elle suit tout un processus d'individualisation. Et progressivement, elle prend conscience qu'elle existe en tant qu'être, elle, en tant qu'être différencié. Je trouve que ce principe est non seulement fabuleux, mais surtout ce que j'en retiens, c'est qu'il nous appelle à revenir à ces points sources. C'est-à-dire qu'on effectue le voyage dans un sens et on est appelé à effectuer le voyage retour. Donc elle nous donne des clés sur notre voyage retour. Elle arrive vraiment à simplifier la descente dans la matière. Alors elle arrive dans un premier temps dans des cocons au niveau des dimensions éthériques très très élevées et elle est prise en charge par des êtres qui jouent de la musique aussi, qui travaillent avec des couleurs, des ondes de forme et qui vont progressivement aider sa lumière à prendre forme dans l'éthérique. Et puis à un moment donné, quand elle arrive à un niveau vibratoire suffisant, assez dense on va dire, elle descend dans l'éthérique tel que nous pouvons le connaître ou dans le haut astral terrestre. Et à ce moment-là, elle fait ses choix d'incarnation. Elle choisit d'aller dans telle réalité temporelle et elle choisit ses parents. Donc elle nous fait vivre tout ce processus-là. Est-ce que du coup tu peux nous en dire plus sur le choix des parents, de Tranma en particulier, et la façon dont ça peut se passer en général, Ouais. Ce choix d'incarnation qui finalement est une alliance, tel que je le perçois, dis-moi si je me trompe, qui est une alliance entre l'incarnation et la conscience directrice. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut généraliser ce choix. Je ne sais pas si ça concerne toutes les personnes. Donc, je vais plutôt parler de Tranma et des souvenirs que moi j'ai de ma descente dans la matière, qui est assez similaire, même si elle n'est pas du tout la même quand même, pas aussi forte. Les souvenirs que j'en ai en tout cas ne sont pas aussi forts. On choisit des parents en fonction des lignées, c'est-à-dire les lignées sont porteuses de problématiques comme de points forts qui vont nous aider à nous réaliser et nous choisissons toujours avec notre conscience directrice qui veut expérimenter un maximum de situations. Donc c'est elle qui va nous guider. Alors est-ce que c'est un choix propre en tant qu'individualité qui se construit ? Je ne suis pas sûre. Je pencherais plutôt pour le fait que ce soit la conscience directrice qui, avec nous, en tant qu'être qui s'individualise, choisit les bons parents. D'accord. Les bons parents pour notre évolution. Et on a une trajectoire de vie qui est plus ou moins prédestinée, même si on a quand même un peu de libre arbitre, pas tant qu'on l'imagine, mais on en a quand même un petit peu. D'accord. Alors, dans l'histoire de Tranma, on s'aperçoit en fait qu'il y a déjà une conscience très évoluée par rapport à l'accueil d'un enfant. Oui. Peux-tu nous parler du couple parental qui accueille Tranma ? Oui. Alors, il se prépare. C'est ça vraiment la spécificité des Atlantes, c'est qu'ils se préparent à devenir parents. Ils ont vraiment une formation.
où ils vont travailler peut-être des blessures. Tradma ne rentre pas trop dans le détail, mais parce que ça ne s'inscrivait pas complètement dans le témoignage. Mais moi, j'ai les informations, je peux vous les donner. Donc, elle va collaborer avec ses parents. Donc, les parents vont faire tout un travail énergétique d'ajustement l'un à l'autre pour savoir quelle catégorie d'âmes ils veulent accueillir près d'eux. Ils vont faire vraiment ces choix, ils sont quand même libres parce qu'ils sont évolués et élevés. Et ils vont réussir à appeler une âme, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans une posture intérieure qui est de l'ordre vraiment du sacré, en demandant à la création une âme qui vienne s'incarner en eux. Parce que le père est partie prenante de la grossesse. Bien sûr, c'est la mère qui porte l'enfant, mais le père est constamment en action autour de la grossesse, énergétiquement, etc. Alors, finalement, on pourrait dire que c'est un projet de couple. C'est d'autant plus important chez les Atlantes qui n'ont pas 50 enfants. Ils en ont un, quelquefois deux. Ils attendent vraiment le moment opportun pour eux de devenir parents. Donc toute cette formation, à un moment donné de ce suivi de la formation, qui correspond à des soins thérapeutiques, qui correspond à tout un travail du corps physique pour la mère et de préparation aussi pour le père, vraiment pour la conception elle-même. Et à un moment donné, on va dire que le pôle qui supervise l'accueil des enfants va leur dire c'est bon. Et la femme va s'ouvrir à l'intérieur d'elle et elle va offrir la possibilité à l'homme à son tour de lui offrir la semence qui va pouvoir permettre la conception. Donc tout est sacralisé dans le processus. Et ça passe dans cette dimension temporelle-là par l'énergie sexuelle. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont qu'un enfant parce qu'il y a une maîtrise de la natalité ? Oui. Peux-tu nous en parler ? Alors, ils ont la capacité, avec leur technologie, de vivre aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils peuvent allonger. Et là aussi, c'est une preuve de leur générosité et du fait qu'ils ne soient pas égoïstes. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. On est confrontés, nous, dans notre réalité, à la difficulté des personnes à partir, à quitter le plan matériel. Très souvent, les gens en fin de vie sont apeurés. Et là, il y a aussi un processus de préparation pour la fin de vie. C'est-à-dire que, physiquement parlant, vraiment de manière organique, ils partent en bonne santé. Ça semble incroyable, mais c'est comme ça. Et ils partent quand pour eux, c'est le bon moment. Généralement, ça se situe entre 100 et 150 ans, à peu près. On va dire une moyenne de 120 ans. Peut-être que c'est plus facile pour eux parce qu'ils ont accès à d'autres niveaux de conscience et ils savent où ils partent. C'est évident. Nous, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Donc il y a des peurs. Est-ce qu'en contactant des extensions de conscience atlantes, on pourrait avoir nos propres réponses ? Bien sûr. Je le répète, l'objectif de ces témoignages, c'est d'avoir accès à de l'information qui nous autonomise. C'est-à-dire qu'on va chercher les informations par nous-mêmes. Parce qu'effectivement, dans le témoignage, on ne peut pas avoir accès à tout.